Bonsoir à vous deux. Fait que dans le fond, là, mon nom est Mathieu Bourque. Je vais vous lire un texte de Frédéric Fournier qui a écrit là, par rapport aux correspondances de Jules Maillard, qui était un journaliste du Témiscamingue au début du 20e siècle. Donc, normalement, c'est écrit en deux parties. Mais là, vu qu'on n'est pas beaucoup, je vais les enchaîner les deux, un à la suite de l'autre. Donc, ça. Hey, excusez-moi tout le monde, mais il faut que je vous conte ce que je suis en train de lire. Hey, c'est une histoire qui vient de chez nous, au Témiscamingue, puis imaginez-vous donc que ça se retrouve dans le journal La Presse d'avril 1901. Ça s'est passé entre un habitant du canton du Hamel puis un autre du canton de Gué. Le gars du Hamel a acheté une vache avec son veau de 4 jours au gars de Gué. Les deux hommes se sont donné rendez-vous proche de Moulancy pour faire l'échange. Fait que le gars de Gué part à 2 heures du matin. Arrive à 4 heures au moulin, mais évidemment, c'est encore la nuit, puis le gars du Hamel dort encore dans son lit. Hein. Fait que le gars de Gué, il voit une étable pas loin. Il décide d'attacher la vache en arrière de l'étable, mais il fait un peu trop froid pour laisser le veau dehors. Ouvre la porte de l'étable, puis envoie le veau dedans. Je repars vers Gué, la conscience en paix. 5 heures du matin, le propriétaire de l'étable se lève pour aller faire le train, puis voir si sa vache a finalement accouché d'un petit veau. Imaginez comment il était content, le bonhomme, quand il a trouvé le petit veau couché dans la lit de son étable. Fait qu'il se dit que ce petit bébé-là, il doit avoir soif. Il approche le veau proche du pis de sa mère. Mais la mère, elle veut rien savoir de le nourrir. C'est pas son petit. Le sien, il est encore dans son ventre, puis crée-moi qu'à hâte qu'il sorte. Fait que le bonhomme comprend pas pendant tout ce qui se passe. Il va chercher sa femme, d'un coup qu'elle serait capable d'amadouer la mère pour laisser boire son petit. Rien à faire. La vache laissera pas couler une goutte de lait dans la bouche de ce petit veau-là. Il entend du bruit dehors. Fait qu'il décide d'aller voir ce qui se passe. Puis il tombe nez à nez avec le gars du Hamel qui est en train de détacher sa vache. Le mystère a donc été résolu quand le propriétaire de la ferme a compris que le petit veau, il venait pas de sa vache, mais ben de celle qui était accrochée derrière son étable. Le petit veau, il était bien heureux de retrouver sa mère, puis le gars du Hamel, il se retourna vers chez lui, la mère puis le petit trottant à côté de lui. Le propriétaire puis sa femme ont bien ri de la situation. Mais ce qu'ils ne se doutaient pas, c'est que le lendemain matin, quand le bonhomme était entré dans l'étable, un petit veau était couché à côté de la vache qui venait d'accoucher. Il n'y avait aucun doute, celui-là, il était frais du matin, puis c'était le sien. Toute une histoire qui a dû en faire jaser plusieurs dans le coin. Vous vous demandez sûrement comment ça, cette histoire-là s'est retrouvée dans les mains du journal La Presse, hein? Si je vous dis Jules Maillard, ça vous dit-tu quelque chose? Pour faire une histoire courte, là, Monsieur Maillard, il est originaire de Boulogne-sur-Mer en France, et puis il a immigré à Ville-Marie en 1886. C'est un homme qui a exercé plusieurs métiers, dont registraire du bureau d'enregistrement du Témiscamingue, agent d'assurance et chroniqueur pour des journaux du Québec, de la France et de l'Angleterre. Jules Maillard est reconnu pour être un grand défenseur de la région. Il s'est impliqué avec cœur pour le développement du Témiscamingue, tant au niveau économique, social et culturel. De 1901 à 1905, c'est par ses correspondances avec les journaux qu'il a mis le Témiscamingue sur la map, qui a donné une voix à une population riche en histoire et en anecdotes croustillantes. Jules Maillard a été le ouéreux de village, le père Ovide des belles histoires des pays d'en bas, notre rapporteur officiel du Témiscamingue. Fait qu'à soir, on va retourner fouiller dans ses correspondances et découvrir des bribes d'histoire du début de la colonisation au Témiscamingue, des anecdotes et mémérages de canton, et finalement des faits vécus qui en ont marqué plus d'un et qui vous fera découvrir une autre facette de notre Témiscamingue. Faut savoir que M. Maillard écrit ses correspondances à main et que la poste se livre par chevaux ou par bateau, ce qui n'est pas un moyen fiable pour recevoir son courrier à temps.
Dans sa lettre du 7 mai 1903, Maillard s'en plaint au rédacteur en chef de la presse. Vos lecteurs peuvent trouver étrange que les nouvelles du Témiscamingue soient si rares. Mais la faute n'est pas nôtre, mais doit être mise sur le compte du mauvais service de la malle dans ces derniers temps. Ainsi, depuis le 2 avril, nous n'avons reçu que 5 malles. Et encore ne savons-on pas d'avance, et on ne peut pas toujours se tenir sur les chemins pour pogner la malle quand elle arrive. À présent, le service est fait par le bateau. Il sera plus régulier et recevrez des nouvelles plus souvent. Vous verrez qu'avec le prochain extrait, Maillard rêvait en couleur en se disant que le bateau serait plus fiable. Le bateau est arrivé un peu plus de bonne heure, c'est-à-dire qu'il n'était pas tout à fait 10 heures. Seulement, les sacs de malles avaient été oubliés. Vous voyez les désagréments et les pertes d'argent pour plusieurs qui peuvent résulter de cet état de choses. Que si l'on demande à si grand cri une ligne de chemin de fer pour ici, c'est tout simplement la difficulté des transports. Et le problème n'est toujours pas réglé si on se fie à sa lettre du 17 mars 1905. Le service de la malle ne s'améliore pas, loin de là. Ainsi, hier soir, le 16, nous recevions ici les journaux du lundi 13. C'est loin de ce qui nous était promis, un service quotidien. Nous étions mieux servis quand nous n'avions qu'un service bi-hebdomadaire. Il est choqué, le monsieur. Mais il faut le comprendre, car c'est son seul moyen de communication avec les journaux pour donner des nouvelles sur notre région. Les mails, ça n'existait pas. C'est pourquoi Jules Maillard revendique dans plusieurs de ses lettres la construction d'un chemin de fer de Kipawa qui passerait par le Témiscamingue pour se terminer à Bay James. Le commerce serait beaucoup plus simple avec les grandes villes, puis l'arrivée de la malle serait plus régulière. On apprend, dans la lettre du 13 mai 1901, adressée au rédacteur de la presse, que le projet du chemin de fer va se faire. Quand? Oh, ça, on ne le sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est que le maire de Ville-Marie, M. André Elzéargui, a travaillé fort pour aller chercher des sous dans les poches du gouvernement. C'est le 14 octobre 1903 que le Témiscamingue reçoit une réponse positive sur la construction de leur chemin de fer. Bon, je vous laisse, M. Maillard, vous raconter cette journée. Toute la population du Témiscamingue est dans la jubilation du fait que les subsides du gouvernement fédéral, dont on nous parle depuis si longtemps, ont été enfin votés. C'est-à-dire qu'une somme de 160 000 $ est accordée à la compagnie de chemin de fer interprovinciale et de la baie James. Et il ne reste plus que le commencement des travaux, et nous attendons cet événement incessamment. Je peux vous dire que dans la dernière lettre de Maillard, datant du 8 août 1905, le chemin de fer n'est pas encore construit. Puis ça presse, parce que si celui de North Bay se construit avant, tout le commerce va se ramasser à Toronto. Jules Maillard utilise beaucoup ses correspondances pour revendiquer des demandes pour le Témiscamingue. Sa prochaine demande est quand même très cocasse, quand il écrit au journal La Voix de l'Outaouais qu'il fait trop noir à Ville-Marie. Il manque d'éclairage le soir. Je vous lis ce qu'il a écrit. Il y a déjà quelque temps que je voulais vous parler d'une chose et qui serait bien à goûter de bon nombre de citoyens de notre joli et coquet village de Ville-Marie. Je veux parler de l'éclairage des rues le soir. Parfois que le ciel est bien chargé, qu'il n'y a pas de lune, cela arrive ici assez souvent qu'en bas, je vous assure qu'il ne fait pas bon sortir. Si vous vous aventurez sur les trottoirs, lesquels sont environ 6 pouces plus hauts que le chemin en quelques endroits, et beaucoup plus à d'autres, ce qui augmente le danger. On risque à chaque instant soit de se tordre le cou, tout au moins de prendre un billet de parterre, sans qu'il y ait pourtant de théâtre à Ville-Marie. C'est un homme de beaucoup de mots, notre cher Maillard. Un grand poète avec des phrases à pu finir et qui ont été publiées dans les plus grands journaux. Bon, on ne sait pas si sa mort a fait pousser des lanternes à Ville-Marie, mais en tout cas, on espère que c'est pas pété à fiole en manquant le trottoir. D'ailleurs, on en apprend un peu plus sur le début de la colonisation dans sa lettre du 24 mai 1901 qui écrit au journal La Patrie. Il montre la différence de population de Ville-Marie entre 1889 et 1901. On parle de 12 ans, tes 2 années.
En 1889, il y avait au plus une douzaine de maisons dans le village. À présent, c'est un peu plus de 200 qu'il y a. Ce qui fait l'admiration de nos étrangers, ce sont nos chemins. Il y a de vieilles paroisses de 150 à 200 ans d'existence qui sont loin d'en avoir de semblables. Nous avons actuellement, dans la région, 8 moulins à scie, 3 moulins à farine, une beurrerie, 16 marchands, un barbier, des forgerons, des voituriers, des ferblantiers, des selliers. Bon, on a compris, mon Jules, là. Ça grouille déjà pas mal au Témis en 1901. Mais si on parle d'élection, ça bouge pas ben. Prenons, mettons, le maire de Villemain. 7 février 1901. Maire élu, M. André Elzéar-Gay. 9 février 1902. Maire élu, M. André Elzéar-Gay. 4 février 1903. Maire élu, M. André Elzéar-Gay. 11 février 1904. Maire élu, M. André Elzéar-Gay. Ouais. Il y a 2 Houbedon. Houbedon, tout le monde avait peur de se présenter contre lui. Houbedon, il était pas mal aimé, puis c'était sa destinée à chaque année. J'opterais pour le deuxième Houbedon. Car si on se fie à la lettre du 2 septembre 1903, écrite par Maillard, une vingtaine de personnes se seraient réunies à la résidence du maire pour fêter son 60e anniversaire. Son cadeau de fête offert par ses amis? Une rame. Ben oui, pourquoi pas? Ce que vous devez savoir, c'est que le maire a été frappé par une malédiction 2 années de suite. Le 24 juillet 1901, sa grange a brûlé emportant avec elle 50 tonnes de foin. Ce serait dû à un travailleur qui aurait fumé proche de la grange. Un an plus tard, le 24 septembre 1902, la grange neuve de M. André Elzéar-Gay est de nouveau avalée par les flammes et la bâtisse qui coûtait 350 piastres a passé au feu de haut en bas. Je peux vous dire que le maire a la chienne de se rebâtir une grange. Le maire n'a pas fini de faire parler de lui, car dans le journal La Presse du 1er septembre 1905, on apprend sa mort qui en fait s'avère être fausse. La nouvelle a été rapportée par un autre correspondant et ça fait pas l'affaire de Jules Maillard. D'ailleurs, il ne gêne pas pour le dire au rédacteur de La Presse. Écoutez ça. Je ne sais pas qui est votre correspondant régulier. Je croyais l'être, et beaucoup d'autres aussi. Je vous assure que M. André Elzéar-Gay est bien portant, et que sa mort n'est arrivée que dans la cervelle de mauvais farceur qui n'a certainement pas réfléchi aux conséquences qui pouvaient en résulter. J'ai rencontré hier M. Gay en allant au bureau de poste, et pour un mort, il se porte bien. Veuillez donc démentir cette nouvelle, et soyez assurés que je vous l'eus envoyée moi-même si tel événement était arrivé. C'est-tu assez clair? On ne joke pas avec la mort du maire. J'imagine que bien du monde dans le canton a parti à la machine à rumeurs cette journée-là, puis que le maire a eu les oreilles qui sait la force de se faire parler de lui. Ça prend pas grand-chose pour que les gens partent en peur. On peut vraiment dire que Jules Maillard était au courant de tout. On se demande des fois comment il pouvait avoir accès à toutes ces informations. À chaque début de janvier, notre rapporteur officiel envoie le bilan des baptêmes, des morts et des mariages qu'il y a eu l'année qui vient de se terminer. Si on se fie à ces données, en 1901, il y a eu 105 bébés qui se sont fait baptiser dans l'eau bénite, 41 pierres tombales qui ont poussé d'un cimetière, puis 13 bouquets de fleurs qui ont été attrapés par des matantes fatigantes. Ça se mariait pas gros, mais ça couchoyait sur un moyen temps. D'ailleurs, Joseph Bérubé puis sa femme ont eu 2 jumeaux. C'est rare, ça, là. Tellement que Jules nous en apprend une bonne là-dessus. Écoutez ça. Il faut enregistrer la naissance de beaucoup d'enfants ces derniers temps. Et entre autres,
2 jumeaux de chez Joseph Bérubé. Et à ce propos, ce dernier est venu voir notre correspondant au sujet d'une certaine nouvelle qu'il prétend avoir vue il y a quelque temps dans le journal, annonçant qu'il y avait une gratification quelconque d'accordée par Sa Majesté le roi Édouard VII aux familles qui auraient des jumeaux cette année, à cause du couronnement. Grâce à ses coups de bassin et aux contractions de sa femme, Joseph Bérubé va avoir un montant d'argent de la Majesté le roi Édouard pour élever ses 2 jumeaux. Mais si on se fie à la lettre de Maillard, une gratification quelconque, là, on parle de combien, là? 10 $? 100 piastres? Bon, c'est pas clair, là. Bon, il doit y en avoir après ça qui priaient fort dans la chambre à coucher pour que leur partie de fesses en l'air se fasse gratifier elle aussi. En 1904, on peut voir que c'était tout autre chose au niveau des statistiques. Seulement 39 nouveau-nés sont entrés dans la Maison de Dieu. 33 buffets de sandwich pas de croûte ont été servis pendant les funérailles, mais watch bien le nombre de mariages. 160 couples ont uni leur vie puis ont dépensé leurs économies dans une robe choisie dans le catalogue du Puy et Frères. D'après moi, il était backorder en jartel aussi cette année-là. Les grosses cloches d'église sont faites sonner rien qu'en masse. D'ailleurs, c'est cette année-là que le marchand tailleur Clodomis Bourdon a enterré sa vie de garçon à la salle du club de baseball de Ville-Marie. La ville était réunie, puis sa fête est fort sur un moyen temps. D'après moi, M. Bourdon a bu pour oublier qu'il ne pourra plus forniquer avec les petites voisines d'à côté. 2-3 shots de rail en arrière de la cravate, la bague au doigt, et voilà! Clodomis Bourdon n'est plus disponible sur le marché du célibat. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Jules Maillard a beaucoup de contacts au Témiscamingue. Ça lui donne accès à des informations qu'on aimerait mieux qu'elles restent confidentielles. Comme par exemple, qui s'est loué une chambre à l'hôtel commercial le 13 juin 1904? Ben oui. Maillard se faisait donner les noms par le propriétaire, M. Ormida Landreville, et il envoyait la liste au rédacteur du journal La Presse. Bon. C'est le même qu'on voit qu'il y a beaucoup de monde de l'extérieur, comme M. Pendlebury de New York, ou même M. Mackenzie de Toronto. Mais des fois, il y a des M. Pétrin de Guigues, ou bien des Baudouin de Ville-Marie aussi. J'imagine qu'il y a une couple de petites madames qui ont appris en lisant leur journal le matin qu'elles étaient cocufiées. Tout se sait au Témis, hein? Ça, on le sait. Ça fait des années. Mais avec Jules Maillard d'Imporage, si tu veux tromper ta femme, fais ça dans un camp boiron. T'as moins de chance que ton nom sorte dans le journal. En parlant d'Ormida Landreville, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est le champion des courses de chevaux de Ville-Marie. Ça s'est passé le 24 mars 1902, dans B en face du village. Selon Maillard, il y avait 7 concurrents dans la compétition. Ben, Ormida a gagné avec son cheval de 9 ans. Alban Taubia puis Zénophile Loisel le suivaient de proche, mais c'est le cheval d'Ormida qui a franchi le premier la ligne d'arrivée. C'est la première fois qu'il y avait des courses de chevaux à Ville-Marie, puis si je me fais aux correspondances de M. Maillard, il n'y en a pas eu d'autres. Si on se fie à la lettre du 26 août 1903, Ormida s'est attaqué à un autre concours et pas n'importe lequel. Le concours d'hommes forts qui s'est déroulé à Haileybury. Fait qu'Ormida puis M. Brassard ont réuni plusieurs hommes du Témiscamingue pour aller se mesurer aux Ontariens. Nos hommes forts du Témiscamingue sont Henri Courchaine, Joe Neveu, Norbert Neveu, Albert Patry, Joe Patry, Aldéric Cardinal, Élie Leblanc, M. J. McGuire, puis évidemment Ormida puis M. Brassard. Le 21 au soir, tout le monde est réuni à l'hôtel Landreville pour un petit meeting, puis aussi pour prendre une coupe de shots de rail pour se donner du courage. Le lendemain matin, ils sont partis vers Haileybury. C'est à leur retour, en fin de soirée, qu'on a appris que les hommes avaient gagné au jeu du Tug of War. Bon, demandez-moi pas ce que c'est, là, je le sais bien pas. Puis Maillard n'a pas plus l'air de savoir non plus. Mais Ormida a gagné le premier prix pour la course à pied, puis M. J. McGuire a gagné le deuxième prix pour la course de sac de patates. Mais ce qui est plus drôle dans leur aventure,
c'est que supposément que les Ontariens avaient organisé un petit spectacle pour impressionner les hommes du Témis. Un certain monsieur promettait de marcher sur un fil de fer au-dessus d'une rivière pour ensuite se jeter dedans à une hauteur de 100 pieds. Hey, tout le monde attendait ça avec impatience. Tous les gens délibérés étaient postés autour de la rivière, attendant ce numéro de cirque incroyable. Ben, imaginez-vous donc que le fameux équilibriste, il s'est jamais pointé, puis tout le monde a entendu pour rien. On peut dire que le spectacle est tombé à l'eau, mais pas l'équilibriste. C'est la fin de la première partie. Ah ben, j'ai mon maudit voyage. Faut que je vous conte ça. C'est une histoire qui vient de chez nous, au Témiscamingue, puis imaginez-vous donc que ça se retrouve dans le journal La Presse de mars 1905. On est en plein dans le temps du carnaval, puis le Club de Ville-Marie a le goût de souligner ça en organisant une soirée masquée et travestie à Patinoire Renault. Bon, demandez-moi pas c'est quoi le rapport avec le carnaval, je la comprends pas celle-là. Mais j'aurais bien aimé ça, voir le maire de Ville-Marie avec une belle petite robe fleurie puis du rouge à lèvres. En tout cas, ça s'annonce pour être une soirée assez olé, mais imaginez-vous donc que les révérends pères ont décidé que tout ce beau monde-là boirait juste de l'eau puis de la liqueur. Il n'y aura pas d'alcool de vendu, puis il n'y en aura pas un qui va se dévergonder parce qu'il est trop sous. Fait qu'évidemment, il n'y a pas eu grand monde au party, puis ça a été un beau fiasco. Fait qu'après avoir entendu parler de ça, nos voisins ontariens des Libery ont décidé d'organiser la même soirée sous le même thème, puis l'alcool va couler à flot parce qu'il n'y a pas d'interdiction de leur côté. Puis ce qui est beau là-dedans, c'est qu'ils ont invité le Témis au grand complet pour venir fêter avec eux autres. Fait que le maire a sorti sa belle robe fleurie, puis il est parti veiller l'autre bord, comme on dit. Il y avait même la fanfare de Ville-Marie qui a joué leur plus grand succès. Les Ontariens ont mis la barre haute en frais d'événement. Fait que pour les remercier et leur rendre l'appareil, le Club de Ville-Marie les a invités la fin de semaine d'après pour une soirée de jeux de cartes avec des beaux prix à gagner. Il y avait des tables de whist, de pitreau, puis de dames. Puis si je me fie à la liste de gagnants, il n'y a pas un Ontarien qui a gagné un prix. Mais par contre, M. Alphonse Côté a gagné une belle boîte de parfum comme premier prix au whist. Puis Benjamin Bouliane, un pot à barbe, parce qu'il a été couronné champion au pitreau. S'ajoute à ça des pipes en épi de blé d'Inde, une poupée, une guimbarde, puis des boîtes de cigares. Il n'y en avait pas tous les goûts. Puis comme clou du spectacle, la fanfare de Ville-Marie a joué leur plus beau morceau. Je sais pas pour vous, là, mais j'imagine que ça devait être gossant sur un moyen temps de se faire casser les oreilles avec des cymbales pendant que tu joues aux cartes. Pas évident pour la concentration, mettons. L'histoire dit pas si nos voisins ont aimé leur soirée. Mais en tout cas, ils ont bu de la crème soda puis de la coche à l'orange rien qu'en masse. Parce qu'encore une fois, il n'était pas question de s'envoyer des petits jeunes en arrière de la cravate. Dès 1899, Jules Maillard joue son rôle de percepteur de taxes à la lettre. Il ne fait aucun passe-droit à personne. Même pas au baron de Belgique, dont ses 3 enfants sont installés à Ville-Marie. Voyez les mots choisis par notre Jules Maillard national dans sa lettre du 22 juin destinée au baron. « Je suis obligé par messieurs les conseillers municipaux de collecter pour les montants dus pour taxes municipales et scolaires. Je viens vous prier à nouveau de vouloir bien me faire adresser par retour de courrier le montant réclamé dans ma lettre précipitée en y ajoutant l'intérêt depuis ce temps et les frais de correspondance, formant un montant total à ce jour de 59,45 $. Fait que si on comprend, c'est que c'est pas la première fois que notre rapporteur écrit au baron pour se faire payer. Coudon, la poste rend-tu jusqu'en Belgique? Le pigeon voyageur s'est perdu en chemin? Continuons. Je comprends parfaitement que vous pouvez être en droit de compter sur vos 3 garçons pour acquitter ce qui est dû. Mais la corporation ne peut souffrir de ce que ces jeunes gens
n'ont pas payé ce qui est dû depuis si longtemps. Ah, les petits maudits! C'est bien mieux aller dépenser leur paye à l'hôtel au lieu de payer leurs taxes. Papa sera pas content. Permettez-moi de vous faire savoir qu'il m'est dû à moi personnellement une somme d'environ 70 $ depuis près de 2 ans et que j'ai attendu, espérant être payé. Et sachant qu'avec leur affaire de moulin à farine, il y avait de l'argent gagné. Mais leur manque d'expérience dans ce genre de commerce est la seule cause de leur situation précaire. Je le regrette infiniment pour eux, d'autant plus que je leur avais offert gratuitement, dans le temps de leur installation ici, mon expérience du commerce et la connaissance du pays, mais ils ont préféré écouter d'autres personnes. Et voilà, les petits gars auraient dû écouter mon oncle Maillard au lieu de faire à leur tête. Bon, je sais bien pas si le baron s'est payé un petit voyage au Témis. Question d'aller remettre sur le droit chemin ces 3 petits bums. Chose certaine, je pense pas que ça leur rumine trop ce qu'il doit en frais de taxes. Il devrait être capable de payer ça en masse en tant que baron. Il faut savoir que la relation entre l'Ontario et le Québec n'a pas toujours été joyeuse. Ça a pris du temps avant qu'on se fasse des parties de cartes ensemble. Dans la lettre du 9 mars 1902, envoyée pour le journal La Presse, Jules Maillard évoque une injustice face à la promotion du Témiscamingue versus celle faite pour le côté de l'Ontario par l'agent de colonisation M. Riboud. Laissons-lui vous la raconter dans ces mots. Le gouvernement d'Ottawa, il est vrai, a nommé un agent de colonisation, un M. Riboud, dont la presse relatait le discours ces jours-ci, mais voyez tous les efforts, tous les voyages. C'est toujours le côté d'Ontario qu'il mentionne. Le côté du Québec n'existe pas pour lui. Nous n'avons ici aucune animosité contre M. Riboud, que nous connaissons tous. Mais l'intérêt de la colonie canadienne que nous sommes ici, dans le Québec, nous force à mettre de côté les motifs de camaraderie ou de connaissance ou même d'amitié. Ce monsieur est nommé agent de colonisation pour les 2 provinces du Témiscamingue et nous trouvons aucun de ses écrits ou aucun discours en faveur du Témiscamingue côté Québec. Maillard a le don pour faire passer un message avec ses phrases à 1000 pièces. En gros, c'est que si ça ne change pas, ils vont être un peu moins chumés avec l'agent de colonisation, qui, entre vous et moi, a clairement un parti pris pour l'Ontario. La situation ne semble pas avoir évolué, car dans la lettre revendicatrice du 24 mars 1904, Jules Maillard demande au gouvernement un important montant d'argent pour différents projets au Témiscamingue, dont la construction du chemin de fer. Nous souhaitons une complète réussite aux délégués envoyés à Ottawa et à Québec pour obtenir des subsides pour le chemin de fer, pour le quai et autres questions tout aussi importantes, et espérons que ce qui se dit ici au sujet des soi-disant subsides accordés pour le quai de notre village, les uns disent 600 $, les autres 350, n'est qu'un vulgaire canard, et que le gouvernement connaît mieux que cela et nous offrira rien de semblable. Ce serait se moquer de notre Témiscamingue québécois, alors que dans le Témiscamingue ontarien, des sommes énormes sont dépensées pour le même but, quelquefois jusqu'à 40 000 $ par année. Tout ce que nous demandons donc, c'est d'avoir une part raisonnable et acceptable, et nous comptons sur la justice de nos gouvernements pour nous l'accorder. Je dis ça, là, puis je me dis que Maillard a été un maudit bon maire au préfet de comté. Il est franc, il est direct. Puis il y a bien juste lui qui utilise l'expression vulgaire canard. Bon, ça doit être une expression française méconnue des Témiscamingues. En tout cas, chose certaine, c'est qu'il se bat pour l'égalité des 2 parties du Témiscamingue. Puis il gêne pas pour s'adresser directement au gouvernement. Le Témiscamingue a été longtemps une contrée méconnue des grandes villes. Et même encore aujourd'hui, on pense que les mouches noires sont grosses comme des pick-up puis qu'il faut pédaler pour avoir l'électricité. Le Centre local d'emploi fait des virées un peu partout dans le Québec pour vendre notre région et inciter des gens à venir s'y installer. Si on se fie à la lettre de Maillard du 29 juillet 1903, on organisait déjà ce type de visite, mais c'est les gens de Montréal qui se déplaçaient pour découvrir la région.
écoutons un extrait de Maillard qui nous parle avec sa plume légendaire de la beauté de notre petit coin de pays. C'est inouï, l'animation qui existe dans le village et les alentours au sujet de cette excursion. Et sans être prophète, on ne peut certainement prédire que ce n'est pas souvent que l'on reçoit des excursionnistes. Tous les musiciens de la fanfare de Ville-Marie s'exercent à qui mieux pour faire une belle réception à nos visiteurs et surtout à la fanfare de la Société de la Tempérance de Montréal qui a bien voulu accepter l'invitation. Coudonc! C'est-tu moi ou bien la fanfare joue dans tous les événements qui se passent au Témis dans ce temps-là? C'était-tu si impressionnant que ça ou bien c'était le seul groupe qu'on avait? En tout cas, il y en a une gang qui devait être stressée de manquer de souffle dans le tuba ou de manquer son coup en fessant sur le tambour. C'est comme si les 8 sourcils jouaient devant Metallica, la barre est haute. Il faut dire que ces visiteurs ne verront pas souvent non plus un pays aussi beau, aussi prospère, et aussi, je ne dirais pas riche, car c'est encore trop nouveau, mais aussi fécond et productif, et ce sol, si friand, apportera la richesse avant longtemps. OK, c'est beau, mon meilleur, là, hein? Tu es pas pire pour vendre ta salade. Fait que finalement, la fameuse visite des excursionnistes a eu lieu le 8 août, puis il y a eu environ 300 Montréalais qui sont sortis de leur ville pour venir découvrir notre beau pays au sol friand, pour citer Jules. Maillard nous raconte même le fameux moment où la fanfare fait ses preuves. Écoutez ça. La fanfare du club de Ville-Marie s'était fait un devoir de se rendre au quai à l'arrivée du bateau pour la réception de la fanfare de la Société de la Tempérance de Montréal. Nos chers musiciens ont fait leur devoir et ont montré que, quoique pour ainsi dire novices, ils sont capables de faire bonne figure. On ne peut certes les comparer à nos visiteurs, mais tout le monde n'est pas prodige. Fait que ceci dit, on est loin d'avoir des Ken Nagano au Témiscamingue. Mais justement, parlons-en de cette fameuse fanfare du club de Ville-Marie. On en apprend un peu plus sur la création de cet orchestre du Témiscamingue dans la lettre du 4 août 1902, écrite pour le journal La Voix de l'Outaouais. Pour la première fois depuis que le Témiscamingue existe, nous avons eu l'honneur d'avoir une aubade exécutée par la fanfare du club de Ville-Marie. Afin de rehausser les splendeurs de la fête de Saint-Jean-Baptiste, ces jeunes gens, au nombre de 12, s'étaient entendus entre eux pour acheter chacun leur instrument. Et ont fait venir un professeur de Montréal qui paie un certain montant par mois, et ils se sont même fait faire des costumes qui donnent l'idée de se trouver dans une grande ville. Tabarouette! Hein? Ils font pas les choses à moitié, eux autres. Hey, ça devait être assez impressionnant de voir ça, cette belle petite gang de lurons qui se promène dans Ville-Marie, dans un beau petit sou, le grand chapeau, puis envoyer toute la régine. Puis ils jouent pas juste à Ville-Marie, hein, parce que dans une autre lettre de Maillard, ils étaient de passage à Lorrainville pour faire leur tapage. Écoutez bien ça. Hier, dimanche, à 11h30, la fanfare s'exécutait à Lorrainville, une distance de 5 milles, et allait jouer plusieurs morceaux de leur répertoire à la porte de Joe Bellumeur et à la porte de Joe Beaubien. Les personnes de Lorrainville furent charmées de cette délicate attention qui les régalèrent les musiciens avec des liqueurs douces, entendons-nous bien, et de plus, firent une collecte qui monta de 16 $ qu'ils offraient avec joie au directeur de la fanfare. Cela prouve qu'ils ont reconnu que messieurs les musiciens méritaient plus que des merises. Sacré Maillard! J'espère bien que ces pauvres diables-là méritaient plus qu'une poignée de petits fruits cueillis dans un arbre. Déjà qu'ils ont été payés en crème soda. C'est pas ça qui va payer leur loyer certain. Puis si je reviens un peu plus haut, la fanfare a joué devant la porte de Joe Bellumeur puis Joe Beaubien. Qu'est-ce qu'ils ont fait de plus que les autres pour mériter un beau spectacle de même? Puis étaient-tu contents, eux autres, de se faire réveiller par le doux son agressant des cymbales? L'histoire ne le dit pas, mais chose certaine, cette fanfare-là fait jaser rien qu'en masse. Plusieurs accidents ont été répertoriés et suivis de près par notre journaliste Jules Maillard. D'ailleurs, dans la lettre du 20 février 1902, adressée à la presse,
notre rapporteur nous informe à propos de l'accident qui est arrivé à un certain Ambroise Bellumeur. Écoutez-le. Ambroise Bellumeur, dont je vous ai annoncé l'accident dans ma lettre du 16 février, est pas encore mort, mais pas sauvé non plus. C'est en allant voir ces pièges qu'il s'est blessé. C'est un disciple de Saint-Hubert. En arrivant à un piège, il voit un loup-cervier de près, mais s'apercevant qu'il n'a rien que les griffes de près, au lieu de se servir de sa hache, qui obligerait à s'approcher de trop près, il préfère se servir de son fusil. Mais à ce moment, le loup-cervier sautait sur lui, d'une telle façon que le canon se trouve placé près de sa poitrine et fait balle. De là, la blessure. Pauvre Monsieur Bellumeur. Le loup voulait sa peau. Bon, c'est sûr que décrocher un loup avec un fusil, c'est peut-être pas la meilleure idée non plus. Là, quand Maillard dit qu'il n'est pas encore mort, c'est-tu parce qu'il est dans un état critique? Oui, c'est pas clair, cette histoire-là. Un autre événement qui a marqué le Témiscamingue en 1902 est l'assassinat du jeune Édouard Gutcher. Jules Maillard a suivi l'enquête de près et en informait le journal La Presse des développements. Voici le premier billet qu'a écrit le 9 janvier 1902 à ce sujet. Hier, arrivés ici, après avoir marché environ 35 000, un pauvre homme, qui en arrivant chez lui, après être resté ici une journée pour ses affaires, trouva son petit garçon âgé de 15 ans assassiné dans le bois. On vient d'envoyer chercher le corps afin que les jurés fassent un examen. On a des soupçons sur le coupable, mais inutile de donner l'éveil à ce misérable. Et, boy, ça ne devait pas avoir été facile pour le père, cette découverte-là. Mais ce qu'on apprend dans sa lettre du 12 janvier, soit 3 jours plus tard, c'est que le père va apprendre une nouvelle qui va le mettre encore plus à terre. Hier, a eu lieu l'enquête du coroner sur le corps du jeune Édouard Gutcher, assassiné près de l'Equipawa à l'endroit du moulin La Tour. Les jurés, après avoir entendu les dépositions des témoins, ont décidé et déclaré que le père de l'enfant devait être tenu responsable de la mort accidentelle et que de recherche devait être ordonnée pour retrouver le coupable. Ouais, ça fesse, mettons. Ben, dans une autre lettre, on apprend qu'il a été déclaré responsable car son témoignage ne concordait pas avec les autres témoins. On apprend, dans la lettre du 23 janvier, soit 14 jours après la macabre découverte, qu'on aurait un suspect potentiel dans cette affaire. L'huissier Henri Laperrière, parti à la recherche d'un certain Français nommé Jules Henry, accusé par le père James Gutcher comme étant le meurtrier de son enfant, le courrier, arrivé ici hier soir, m'apprend que Laperrière a réussi à arrêter le Français et est parti pour Bryson, où il le remettra entre les mains des gardiens de la prison. Coudon! Maillard aurait pu écrire un roman policier avec cette histoire-là. Donc, ce serait un Français qui serait le meurtrier. Notre rapporteur ne serait pas... L'officier ne doit pas être fier de ses origines certaines en apprenant ça. Finalement, on en apprend plus sur ce fameux Jules Henry par une lettre de Maillard adressée à l'avocat du meurtrier. J'apprends que vous devez être le défenseur de Jules Henry. Et comme il est tout naturel que vous teniez à avoir autant de témoignages en sa faveur, autant que possible, je me permets de vous faire savoir ce que je viens d'apprendre. Il a travaillé 1 mois pour un jobber nommé Alfred en Ontario, et cet homme disait, les larmes aux yeux, qu'il ne pouvait demander un meilleur garçon, jamais juré ni sacré, et toujours disposé à faire ce qu'il demandait. Seulement, il s'est vu obligé de le renvoyer, car il ne savait pas travailler. Bon, fait qu'en gros, c'est un bon petit gars, mais qui travaille comme un broche à foin. On ne sait pas par contre la raison du meurtre. Puis Maillard n'en parle plus dans aucune de ses lettres par après. Bon, ce sera une histoire qui restera mystérieuse encore aujourd'hui. Sur une note un peu plus joyeuse, un autre événement a été marquant au niveau du patrimoine du Témiscamingue. L'inauguration de la grotte de Ville-Marie qui s'est déroulée le 23 octobre 1904. Notre Jules Maillard était là pour couvrir l'événement. La bénédiction de la grotte à Notre-Dame de Lourdes, à Ville-Marie, a eu lieu hier, après la Grande-Messe. On peut dire que près de 500 personnes assistaient au pèlerinage, et la cérémonie fut grandiose, grâce au beau temps que le bon Dieu voulut bien nous donner.
Monseigneur N.Z. de Laurent, évêque de Pembroke, venu spécialement pour cette cérémonie, fit un beau joli sermon qui fut goûté de tout le monde. Seigneur, mon Dieu! Choisis entre beau ou joli, mais ça fait un peu trop si tu mets les deux. Je sais bien que l'inauguration devait être impressionnante, mais je ne saurais pas non plus. Puis on a été chercher loin l'évêque a présidé la messe. Je ne peux pas croire qu'il n'y en avait pas un plus proche de disponible. Ce qu'on apprend à la fin de sa lettre, c'est que la soirée s'est terminée par une séance de magie blanche. J'imagine tout le monde en rond avec des chandelles qui les éclairent à faire des incantations pour protéger la grotte. Faut croire que ça n'a pas fonctionné fort, hein, parce que la grotte est en train de s'écrouler aujourd'hui. Bon, c'est quand même intéressant de voir que ça se faisait à Ville-Marie. Hein? Puis la fanfare, elle? Comment ça qu'elle n'était pas là? Il y avait un autre contrat ailleurs ou ben, les organisateurs avaient jugé que ce ne serait pas propice au recueillement? C'est sûr qu'une séance de magie blanche est un peu plus smooth. Mais il y a eu des spectacles dans la grotte bien avant son inauguration. Si je me fie à la lettre du 14 avril 1904, 2 pièces de théâtre étaient présentées sous la direction de Mme Zéphérine Rouleau. Maillard nous en parle un peu. Pour commencer, et comme cela arrive chaque fois, la fanfare de Ville-Marie voulut prêter son concours et jouer à l'ouverture. Ah ben, me semblait que ce serait là eux autres. Ils ne pouvaient pas manquer une chance de tapocher sur leur tambour certain. Continuons. Ensuite, fut jouée la Chaumière bretonne, un drame en 3 actes. Quand la pièce fut terminée, la fanfare de Ville-Marie joua plusieurs morceaux de son répertoire pour permettre aux jeunes demoiselles de se préparer à jouer une drôle de princesse, une comédie en 2 actes. Si je regarde la distribution des rôles pour les 2 pièces, Rose-Marie Guy devait avoir un petit dédoublement de personnalité, parce qu'elle a joué le personnage d'Yvonne dans le drame et Babette la cuisinière dans la comédie. Elle a dû passer des nuits blanches à apprendre ses textes. Eva Etier, elle, a passé de femme de chambre dans le drame à Reine Marguerite dans la comédie. Il y en a qui montent vite dans l'échelle de la société. La soirée s'est finie par la fanfare qui ont joué leur plus grand succès, Vive la Canadienne! Eh bien. Le 2 novembre 1901, Maillard écrit à la presse au sujet d'un cas de picote à Ville-Marie. Écoutez ça. Un cas de picote s'est déclaré à Ville-Marie. C'est un homme qui venait de Sorel pour visiter la localité. On l'a isolé en plein milieu du village. Ben oui, toi chose. C'est une bien bonne idée, ça, de l'isoler en plein milieu du village. C'est quoi? Ils ont fait un périmètre de sécurité tout le tour du monsieur en question? Si tu veux aller à l'épicerie, il faut que tu fasses un détour de fou par peur de pogner à picote? Ça devait être beau à voir. Un autre sujet qui inspirait notre grand poète Maillard était bien évidemment la température. Monsieur Météo donne l'heure juste sur le temps qu'il fait dans ses nombreuses lettres qu'il a écrites à la presse. Voici quelques exemples de celles-ci. 9 mai 1902. Nous avons un curieux temps en ce moment. Il a fait un vent excessif fort la nuit dernière, le plus fort de tout l'hiver, et il est tombé une petite couche de neige qui a presque couvert la terre. C'est la première fois en 18 ans, au dire des plus vieux. 16 novembre 1903. Le temps actuel est un peu froid, mais nous n'avons pas encore de neige. Plusieurs la désirent et d'autres préfèrent le temps actuel. La récolte en foin, maïs et légumes, a été très abondante. Aussi, les cultivateurs sont heureux. Les prix sont assez élevés encore cette année. Mon Dieu, il ne se passe rien au Témis à ce moment-là pour que Maillard nous décrive avec précision ce qu'il fait dehors. Écoutez bien la prochaine lettre parce que là, ça se gâte au niveau mauvais temps. 7 avril 1905. Les craintes d'inondation au Témiscamingue n'ont jamais été à redouter. Et les seuls accidents que nous ayons enregistrés ici sont les noyades de chevaux. Un monsieur Lemire, de Guigues, a noyé sa paire de chevaux sur le lac Témiscamingue, dans les environs de la rivière La Loutre. Le lendemain, un entrepreneur du transport de la malle entre Ellesbury et Ville-Marie a aussi noyé un de ses chevaux. D'autres chevaux ont bien pris des bains, mais ont pu être tirés à temps. Je ne sais pas pour vous autres, là, mais
Faut qu'il ait tombé de l'eau en maudit pour n'ayant un cheval, là. Je peux pas croire que c'est les seuls accidents répertoriés. Il doit y avoir une couple de poules qui se sont ramassées dans le fond du lac Témiscamingue aussi. Mais là, si vous pensez que c'est le pire qui est arrivé, détrompez-vous. Le 19 juillet 1905, un gros ouragan a frappé le Témiscamingue, puis notre rapporteur officiel a évidemment commenté l'affaire. Hier soir, entre 5h30 et 6h, à Ville-Marie et les environs, nous fûmes visités par une terrible ouragan. La pluie, le tonnerre, les éclairs, un vent terrible et de la grêle de la grosseur d'un petit œuf de poule qui a causé un dommage incroyable à l'hôtel Loisel. Plus de 40 vitres ont été brisées chez le marchand Jérémy Godette ainsi que chez son voisin Nathan Tobia. C'est la première fois que votre correspondant, qui demeure ici depuis 19 ans, a vu un orage d'une telle force. Les rues étaient devenues de vrais cours d'eau. Heureusement que cela n'a duré qu'environ un quart d'heure. Il y en a qui ont dû se réveiller de peur dans l'hôtel Loisel quand leurs fenêtres se sont mises à éclater dans leur chambre. Ça va coûter cher de vite, hein, M. Loisel? Imaginez ça. De la grêle grosse comme des petits œufs de poule. Les chevaux devaient en avoir leur claque dans la température, avec la glace qui casse, la grêle qui leur tombe sur la tête. Donnez-leur un break. On ne souhaite pas un autre ouragan de même en 2023. À la fin de sa vie, Maillard tombe un peu beaucoup dans l'alcool et écrit de moins en moins ses correspondances. C'est rendu que même ses écrits se superposent dans les registres fonciers. Il est porté par la bouteille et gêne pas pour laisser des petites notes à la fin de ses lettres pour demander une commande de barrique de vin au rédacteur de la presse et celui du journal La Voix de l'Outaouais. J'imagine qu'il manquait d'inspiration pour écrire. Un petit verre de vin rouge fait jamais de tort à personne. La mort est finalement venue le chercher le 5 mai 1939, à l'âge de 78 ans. Jules Maillard porte très bien son titre de rapporteur officiel du Témiscamingue. On ne peut pas le nier. Pète pas de travers parce que la presse va le savoir. C'est impressionnant tout ce que cet homme a pu voir ou entendre sur les débuts au Témiscamingue. Un Français qui en sait plus sur tout le monde que n'importe quel Témiscamien de la place. Mais nous autres, on sait quoi de lui? C'est qui, en fait, Jules Maillard, au-delà du rapporteur officiel? Pourquoi il a décidé de quitter la France pour le canton de Ville-Marie? Tout ce qu'on a comme trace, ce sont des lettres adressées à sa mère. Des lettres qui n'en disent pas énormément sur notre homme, mais qui laissent sous-entendre une chicane familiale, un frère malade, une fille orpheline, et une mère qui demande tout l'or du monde à son fils. Voici les mots de Maillard adressés à sa mère. C'est avec peine que nous avons appris qu'Henri n'est pas guéri. Qu'ont dit les médecins? Y a-t-il un moyen de guérir ou bien est-il trop tard? Pour ce qui est de Berthe et Eugène, je te garantis qu'ils ont reçu ma dernière lettre. Qu'ils restent donc chez eux et moi, chez moi. À la rigueur, cela pourrait se comprendre pour moi. Mais ne pas répondre à leur nièce, c'est stupide et ridicule. Maintenant, ma très chère mère, je ne sais pas ce qu'il y a entre nous, et je ne demande pas de savoir. J'espère que vous avez assez pour vivre. Je t'envoie 5 $, et de temps en temps, je t'en enverrai autant. Et à ce propos, je dois te dire que je suis étonné de ce que tu me dis concernant l'argent. En plus, tu dois comprendre que Rosemary coûte quelque chose, et que nous ne sommes pas pour la laisser aller à l'école avec rien. C'est la fille de notre frère défunt, et nous supportons cette charge. Nous ne nous en plaignons pas, car pauvre petite, c'est une bien douce enfant qui, malheureusement, n'a pas l'intelligence de son père, mais bien la bêtise de sa mère. Et il ne faut pas trop m'en vouloir si je ne t'ai pas envoyé d'argent. Personne ici ne sait mieux que moi ce que j'ai. Et ce que Jules Maillard a, c'est une autre vie qui s'est construite au Témiscamingue. C'est celle que je choisis de raconter et d'écrire à travers ces mots justes et revendicateurs. C'est chaque colère qui a versé avec l'encre de sa plume pour défendre et promouvoir une contrée riche en ressources naturelles et humaines. C'est chaque journée qui a passé à observer le moindre bout d'histoire qui a eu lieu dans chaque canton du Témiscamingue. C'est chaque lettre qui a écrit avec soin et amour et qui s'est sûrement pas rendue à cause des problèmes de poste. Mais bon, Jules Maillard a été
et sera toujours le premier rapporteur officiel du Témiscamingue. Terminé. Merci beaucoup.